Ce soir, plusieurs actualités en développement alors que nous prenons l'antenne. Des tornades meurtrières et une vague de chaleur mettant la vie en danger. Des conditions météorologiques dangereuses touchent près de la moitié du pays. Les bombardiers furtifs américains sont désormais en mouvement alors que le président tient une réunion d'urgence sur l'Iran. Et 2 personnes ont été arrêtées dans ce que la police décrit comme un complot visant à empoisonner de jeunes femmes. D'abord, cette chaleur dangereuse. Plus de 150 millions d'Américains, du Colorado au Maine, font maintenant face à plusieurs jours d'alerte à la chaleur. Cela fait suite à des tempêtes meurtrières dans le Midwest, y compris des tornades. Des maisons détruites, des trains soufflés hors des rails et des incendies de forêt à l'ouest alors que cette chaleur étouffante s'installe à l'est. L'avertissement ce soir du maire de New York. Notre équipe météo suit tout cela de près. Les bombardiers furtifs américains B-2 volent désormais vers Guam alors que le président Trump envisage de les utiliser pour attaquer les installations nucléaires souterraines de l'Iran. Ce soir, le président tient une réunion cruciale avec ses principaux conseillers en sécurité nationale. Et la bataille entre Israël et l'Iran s'intensifie. Marcus Moore en Israël, Selina Wang à la Maison-Blanche. L'activiste pro-palestinien Mahmoud Khalil est de retour avec sa famille ce soir. Un juge a ordonné la libération du diplômé de Columbia après plus de 100 jours en détention par l'ICE. Pourquoi l'administration Trump veut toujours qu'il soit expulsé? De nouveaux détails glaçants sur le suspect accusé d'avoir tué un législateur du Minnesota et d'en avoir blessé un autre. Les autorités affirment que lui et sa femme étaient des survivalistes et qu'ils ont découvert des milliers de dollars en liquide, de multiples armes et des sacs mortuaires dans un box de stockage. La scène effrayante dans le Wisconsin. Des équipes hazmat ont été appelées après qu'un couple a été accusé d'un plan élaboré pour empoisonner 2 femmes qui étaient autrefois sorties avec l'homme. Tragédie dans le ciel. Une montgolfière s'embrase et s'écrase au sol, tuant certains des passagers à bord. De nouveaux détails sur la mort de la chef célèbre Anne Burrell. Ce que la police dit avoir trouvé chez elle. Et ce soir, l'Amérique forte. Le courageux petit garçon qui célèbre 1 an depuis qu'il a retrouvé la vie. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight. Bonsoir, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce samedi soir. Je suis Whit Johnson. Plusieurs actualités en développement alors que nous commençons. Des bombardiers américains B-2 traversent le Pacifique alors que le président Trump envisage de frapper l'Iran et la réunion urgente ce soir avec son équipe de sécurité nationale. Mais nous commençons avec les tempêtes meurtrières au cœur du pays et plus de 150 millions d'Américains en alerte face à une chaleur dangereuse. L'état d'urgence a été déclaré dans le Dakota du Nord. Au moins 3 personnes ont été tuées, de violents orages et plusieurs tornades signalées ont laissé derrière eux un sillage de destruction à travers l'État. Un chasseur de tempête a capturé cette énorme tornade et ces images de drone montrent une douzaine de wagons-citernes de trains déraillés par une tornade. Les conditions chaudes, sèches et venteuses alimentent plusieurs incendies de forêt dans l'Ouest, celui-ci dans l'Utah obligeant à des évacuations obligatoires et détruisant de nombreuses maisons. Notre équipe météo est prête à vous en dire plus sur cette vague de chaleur dangereuse qui s'installe maintenant à l'Est. Mais d'abord, voici Mélissa dans d'ABC. Ce soir, l'état d'urgence. Des conditions météorologiques mortelles ravagent le cœur du pays alors que plus de 150 millions d'Américains, du Midwest au Nord-Est, se préparent à une chaleur potentiellement mortelle. 3 personnes sont mortes après plusieurs tornades signalées dans le Dakota du Nord. Cette énorme tornade aperçue fonçant droit sur ces chasseurs de tempête. Le gouverneur du Dakota du Nord, Armstrong, a déclaré l'état de catastrophe à l'échelle de l'État. Tata, c'est horrible. C'est tellement horrible ici. Ma ferme n'existe plus. À Valley City, la ferme d'une famille a été rasée par cette tornade. Cette grange a été complètement déchirée. Elle a totalement disparu. Tout est détruit. Des parties de la ville voisine d'Anderlin ont été rasées. Il ne reste rien de cette maison, réduite à ses fondations. Les premiers intervenants disent que la scène était l'une des pires qu'ils aient jamais vues. C'est un événement tragique parce qu'ils sont tous proches les uns des autres. Nous sommes une communauté soudée et tout le monde se connaît. Ces wagons vides ont déraillé à cause d'une tornade, l'un d'eux ayant été projeté loin des rails. Alors que ces tempêtes quittent le cœur du pays, des incendies de forêt dans l'Utah ravagent plusieurs maisons, le ciel s'illuminant d'orange alors que la lisière des arbres brûle. Et ce soir, cette vague de chaleur dangereuse s'étend vers l'Est. L'arrivée exceptionnellement précoce de températures à 3 chiffres met des millions de personnes en danger. Le maire de New York, Eric Adams, avertit les New-Yorkais de se préparer.
Ces conditions pourraient être mortelles et mettre votre vie en danger si vous n'êtes pas préparé. Avec cette chaleur qui alimente ces tempêtes dangereuses dans le Dakota du Nord, des milliers de personnes restent ce soir sans électricité alors que les secours continuent de fouiller la zone. Reet. Merci, Mélissa Adam. Et comme nous l'avons mentionné, plus de 150 millions d'Américains sont désormais sous alerte chaleur. Passons tout de suite à la météorologue Dani Backstrom de notre station new-yorkaise WAMC. Et Dani, combien de temps cette vague de chaleur dangereuse pourrait-elle durer? Jusqu'à la semaine de travail, 8, surtout ici dans le nord-est. En regardant toutes les alertes chaleur, on parle du Colorado jusqu'au Maine. Nous avons des alertes de chaleur extrême dans des grandes métropoles comme Minneapolis, Chicago et Saint-Louis. Cette alerte s'étend de Philadelphie jusqu'à Boston demain. Parlons des températures. Aujourd'hui, l'accent est mis sur cette chaleur intense dans le Midwest qui va s'étendre vers le nord-est demain. Et ces températures maximales que nous voyons, c'est très inhabituel d'avoir une telle intensité de chaleur aussi tôt dans la saison. C'est l'une des raisons pour lesquelles on pourrait voir autant de records tomber. À New York en particulier, lundi et mardi, les records quotidiens de température maximale en vigueur datent de 1888. De plus, aussitôt dans la saison, nos corps ne se sont pas encore acclimatés. Ce qui aggrave la situation, c'est l'humidité. Elle s'accumule avec la chaleur, avec des indices de chaleur à 3 chiffres pour Washington, New York et Boston. Une autre raison pour laquelle c'est si dangereux, 8, c'est que nos températures minimales nocturnes correspondent aux maximales moyennes pour cette période de l'année à New York, donc nos corps n'ont pas le temps de récupérer. Oui, le premier jour de l'été arrive en trombe. Oui, très bien, Dani Backstrom, merci. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous partons maintenant à l'étranger pour parler de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran. Ce soir, nous apprenons que plusieurs bombardiers furtifs américains B-2 sont en mouvement, en route vers Gam. Ces avions pourraient transporter des bombes anti-bunker de 30 000 livres, capables de détruire l'installation nucléaire souterraine de l'Iran. Cela alors que le président Trump envisage de lancer une frappe américaine contre l'Iran. Marcus Maud d'ABC se trouve ce soir à Tel Aviv. Ce soir, des sources confient à ABC News que plusieurs bombardiers furtifs B-2, capables de transporter des bombes anti-bunker, se dirigent vers Gam alors que le président Trump envisage de rejoindre Israël dans sa guerre contre l'Iran, convoquant une réunion d'urgence avec ses principaux conseillers en sécurité nationale. Ces bombardiers sont les seuls avions américains capables de larguer l'explosif de 30 000 livres qui pourrait endommager ou détruire l'installation nucléaire de Fordow en Iran, enfouie profondément sous une montagne. Les B-2, qui sont basés dans le Missouri, peuvent rester en vol pendant 24 heures grâce aux avions ravitailleurs, qui peuvent réapprovisionner les bombardiers en carburant. Et plusieurs avions de ravitaillement sont visibles sur cette carte de Flight Tower. Ce soir, on ne sait pas pourquoi les B-2 et d'autres appareils ont été déplacés vers Gam. Il devrait rapprocher cela de l'Iran s'il voulait l'utiliser pour attaquer les cibles très profondément enfouies sous la montagne de Fordow. Donc, il se peut qu'il faille plus d'une attaque, plus d'une sortie au-dessus de la cible par ces B-2. Donc, si le président décide effectivement d'intervenir et d'attaquer l'Iran, cela prendra probablement plus d'une journée, plus d'une frappe. Cela intervient alors qu'un deuxième porte-avions américain, l'USS Nimitz, doit arriver dans la région. Le porte-avions, équipé de 60 avions de chasse. Ce soir, Israël affirme avoir de nouveau frappé le site nucléaire d'Ispahan en Iran. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, reste dans un bunker à un endroit tenu secret. Le New York Times rapporte désormais que l'ayatollah a choisi 3 successeurs potentiels au cas où il serait assassiné. Cette semaine, l'Iran a lancé plusieurs frappes contre Israël, touchant Haïfa, Tel Aviv et un hôpital dans le sud du pays. Une attaque serait dangereuse pour les 40 000 soldats américains présents dans la région. Et l'Iran affirme qu'il ne négociera pas d'accord nucléaire tant que les bombardements israéliens ne cesseront pas. Marcus Moore, merci. Et le président Trump retourne à la Maison-Blanche ce soir pour une réunion avec son équipe de sécurité nationale sur l'Iran. Passons directement à la correspondante principale de la Maison-Blanche d'ABC, Célina Wang. Et Célina, qu'apprends-tu de plus sur cette importante réunion? Eh bien, Rick, il s'agit d'une réunion à très haut risque alors que le président Trump continue d'évaluer ses options. Le compte à rebours est lancé pour ce délai de 2 semaines afin de décider s'il faut frapper à l'intérieur de l'Iran. Maintenant, ces bombardiers furtifs dont Marcus a parlé, ils se dirigent vers Gam, mais cela ne signifie pas que Trump a pris sa décision finale. Trump a consulté une multitude de conseillers et d'alliés pour obtenir des avis, y compris le podcasteur MAGA Steve Bannon, qui n'occupe aucune fonction officielle au sein du gouvernement. Mais des sources nous disent qu'il joue un rôle de mesuré, parlant au président au téléphone et ayant déjeuné avec Trump cette semaine. Actuellement,
Il y a une division au sein du Parti républicain et des voix comme celle de Bannon exhortent le président à ne pas intervenir, affirmant qu'une intervention militaire américaine irait à l'encontre de la promesse de campagne de Trump de mettre fin à toutes les guerres. Le président a également été mis en garde. Des sources nous indiquent qu'une frappe militaire américaine contre l'installation nucléaire iranienne sera risquée. Ces bombes anti-bunkers de 30 000 livres ont déjà été testées, mais, vite, elles n'ont jamais été utilisées en temps de guerre. Merci à Célina Wang pour ce reportage. Et ne manquez pas l'émission This Week, demain matin, où Jonathan Karl s'entretiendra avec le président de la Commission du renseignement du Sénat, Tom Cotton, au sujet d'une éventuelle implication militaire des États-Unis dans le conflit israélien. Passons maintenant à la réunion émouvante d'un diplômé de l'Université Columbia et militant pro-palestinien. Mahmoud Khalil a retrouvé sa femme et son jeune fils après plus de 3 mois passés dans un centre de détention. Un juge a ordonné sa libération vendredi. Il avait été détenu après que l'administration Trump l'a accusé de représenter une menace pour la sécurité. L'administration Trump promet de faire appel de sa libération et souhaite toujours son expulsion. Voici Philippov d'ABC. Ce soir, la réunion familiale attendue depuis 104 jours. Le diplômé de l'Université Columbia et militant palestinien, Mahmoud Khalil, de retour à New York, retrouve sa femme et son jeune fils à l'aéroport de Newark. Libéré dans la nuit d'un centre de détention pour immigrés en Louisiane, un juge fédéral ayant déclaré qu'il ne représentait ni un risque de fuite ni un danger pour la communauté. Le simple fait que je sois ici, c'est un message. Le fait que toutes ces tentatives de faire taire les voix pro-Palestine, ont échoué maintenant. Donc, c'est ça le message. Mon existence est un message. L'existence palestinienne est un message adressé à cette administration. Ce détenteur de la carte verte de 30 ans, résident permanent, qui a récemment obtenu un diplôme de 3e cycle à Columbia. Vous allez être arrêté, alors retournez-vous. Non, ils ne peuvent pas me voir. Retournez-vous, retournez-vous. Arrêté en mars dans le hall de son immeuble à New York. Sa femme enceinte, citoyenne américaine, a assisté à la scène alors que des agents fédéraux le menottaient et le faisaient monter dans une voiture banalisée. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, invoquant une loi rarement citée, affirmant que Khalil devrait être expulsé parce que sa présence ici aux États-Unis menace l'objectif de l'administration de lutter contre l'antisémitisme. La bataille pour l'avenir de Khalil va continuer. L'administration Trump veut toujours l'expulser, mais pour l'instant, elle ne le peut pas, à moins de chercher une autre voie légale pour le faire. Philippov, merci. De nouveaux détails inquiétants ce soir concernant le suspect dans les fusillades de 2 législateurs du Minnesota et de leurs conjoints qui ont coûté la vie à un couple. Le FBI affirme que le présumé tueur, Vance Bolter, et sa femme étaient des survivalistes préparés à l'apocalypse. Des documents judiciaires indiquent également que Bolter aurait dit à sa famille de se préparer à la guerre. Voici Kijit d'ABC. Ce soir, les autorités révèlent dans un nouveau dossier judiciaire déclassifié ce qu'elles disent du suspect dans cette fusillade mortelle du Minnesota qui a fait 2 morts et 2 blessés graves. Dans une nouvelle déclaration sous serment récemment rendue publique, les autorités affirment que le suspect, Vance Belté, et sa femme étaient des survivalistes, se préparant à des situations d'urgence, des catastrophes ou des perturbations sociales. Selon le dossier, après avoir retiré tout l'argent de son compte bancaire, Belté a envoyé un message texte à sa famille leur disant en substance de se préparer à la guerre et que des personnes armées pourraient se présenter à la maison. Il a également précisé qu'à un moment donné, il avait donné à sa femme un plan d'évasion en cas d'urgence. Les autorités affirment que l'épouse de Belté, qui n'est pas suspecte dans cette enquête, a permis à la police de fouiller son véhicule où ils auraient trouvé au moins 10 000 $ dans un coffre-fort, 2 pistolets et le passeport de Belté. Selon un mandat de perquisition, sa femme a également déclaré aux autorités que Belté avait aussi acheté un masque en silicone sur Amazon. Les autorités ont déclaré cette semaine que Belté avait soigneusement planifié l'attaque. Il a utilisé Internet et d'autres outils pour trouver leurs adresses et noms, ainsi que les noms des membres de leur famille. Il a surveillé leur domicile. Les autorités ont également fouillé d'autres propriétés associées au suspect, déclarant avoir trouvé un sac de sport contenant 5 sacs mortuaires dans un box de stockage à Minneapolis, ainsi que des étuis d'armes et des produits de nettoyage, selon l'affidavit. Et après avoir fouillé son domicile à Green Hill, les autorités affirment avoir découvert environ 18 000 $ en liquide, 2 boîtes de masques et près de 50 armes à feu, ainsi qu'une fiche comportant les noms de responsables publics et les États dans lesquels ils vivent.
Avec ces attaques meurtrières contre les législateurs et les menaces envers les responsables, on atteint des niveaux historiques. Quant à Vance Belté, il reste en détention et sa prochaine audience est prévue pour le 27 juin. 8. Salut, 4 filles. Merci. Passons maintenant à un couple du Wisconsin accusé d'un plan d'empoisonnement élaboré. Les procureurs affirment qu'ils auraient conspiré pour utiliser des poisons, dont du cyanure et du sulfure d'hydrogène, contre 2 femmes avec qui l'un des suspects était brièvement sorti. Voici Morgan Norwood d'ABC. Ce soir, les autorités en combinaison de protection contre les matières dangereuses se sont rendues dans une maison du Wisconsin dans le cadre de leur enquête sur ce couple accusé d'avoir orchestré un complot élaboré pour empoisonner, traquer et tuer 2 femmes avec lesquelles l'un des suspects était déjà sorti. Les procureurs alléguent que Paul Van Degen Jr. et Andrea Whittaker ont tenté d'empoisonner les femmes avec des substances mortelles, dont du cyanure, à plusieurs reprises et pendant des semaines, selon une plainte pénale. L'une des victimes présumées s'est exprimée lors d'une audience au tribunal vendredi. Je ne me sens plus en sécurité, ni chez moi, ni dans la communauté. J'ai peur pour moi-même. J'ai peur pour mes 2 enfants. Je n'arrive pas à dormir paisiblement. Les procureurs affirment que l'incident a eu lieu pour la première fois en avril, lorsque le couple aurait pénétré par effraction dans la voiture de l'une des victimes et rempli sa gourde de spores de cyanure et de thallium, un métal hautement toxique. Ils affirment que, quelques jours plus tard, le couple a placé un sac rempli de sulfure d'hydrogène dans le coffre, rendant malade la sœur cadette de la victime. Les procureurs ajoutent qu'à une autre occasion, le couple a dissimulé de la brine, une protéine végétale toxique, dans les bouches d'aération du véhicule. Les autorités déclarent que l'affaire a éclaté quelques semaines plus tard, en mai, lorsque, selon les documents du tribunal, l'une des victimes a été hospitalisée avec de fortes douleurs à l'estomac après avoir bu dans sa gourde. Les médecins ont découvert des niveaux dangereux de cyanure et de thallium, selon les enquêteurs. La femme a alors fouillé dans de vieux messages, orientant les enquêteurs vers Van Degen, qu'elle a dit avoir rencontré sur une application de rencontre 2 ans auparavant. La vérité, c'est que je le connaissais à peine, et pourtant lui et son complice ont décidé que je devais mourir. Les autorités ont arrêté Van Degen la semaine dernière après avoir déclaré l'avoir trouvé en train de surveiller l'une des victimes, découvrant une caméra de chasse pointée vers son domicile, puis ont interpellé sa petite amie Whittaker un jour plus tard après l'avoir vu retirer des proches du domicile de son petit ami. Et alors que les 2 suspects ont plaidé non coupables des délits mineurs, ils ont également été inculpés de harcèlement et de tentative d'homicide. Ils doivent revenir devant le tribunal plus tard cet été. 8. Merci à toi ce soir, Morgan Norwood. Il y a encore beaucoup à venir ce samedi dans World News Tonight, notamment des informations de dernière minute en provenance de New York, un accident de bateau avec de nombreux blessés, ainsi que la tragédie enflammée dans le ciel. Plusieurs morts ont été signalés lorsqu'une montgolfière a pris feu et s'est écrasée. Et ce que la police dit maintenant au sujet du décès de la chef célèbre Anne Burrell. Ce soir, à New York, un bateau s'est écrasé contre un quai cet après-midi. La police qualifie cela d'incident à victimes multiples. Environ 400 personnes se trouvaient à bord du bateau lorsqu'il a percuté le quai le long de l'Hudson River. Au moins 10 personnes ont été blessées. Leurs blessures seraient légères. La police enquête sur les causes de l'accident. Des images terrifiantes nous viennent du Brésil ce soir. Les enquêteurs affirment que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont utilisées pour déterminer pourquoi une montgolfière a soudainement pris feu. Il y avait 21 personnes à bord de cette montgolfière. Au moins 8 personnes ont été tuées lorsque la montgolfière s'est écrasée à Praia Grande, dans le sud du Brésil. 13 autres ont été transportées d'urgence à l'hôpital. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête. À notre retour, ce que la police dit avoir découvert en enquêtant sur la mort de la chef célèbre Anne Burrell. Passons maintenant à l'index. La mort de la chef célèbre Anne Burrell ferait l'objet d'une enquête pour une possible overdose. Des sources policières indiquent que Burrell était entourée d'environ 100 pilules de différentes sortes lorsqu'elle a été retrouvée inconsciente mardi dans sa maison de Brooklyn. Burrell était surtout connue comme animatrice de l'émission Worst Cook in America sur Food Network. Elle avait 55 ans. La police a procédé à une arrestation dans le cadre de la mort suspectée par délit de fuite d'une agente immobilière bien connue à Long Island, New York. Cette agente immobilière, Sarah Burak, est apparue dans la série Netflix $1 000 000 Beach House. Elle a été retrouvée inconsciente au jeudi dans les Hamptons, puis est décédée par la suite. La police a arrêté une femme originaire de Virginie vendredi. Elle est accusée d'avoir quitté les lieux d'un accident. À venir, une célébration pour une grande étape franchie par un jeune garçon. Enfin ce soir, l'Amérique forte. Ce petit garçon courageux, encore plus fort aujourd'hui et débordant de cœur.
Nous vous avons présenté John Henry Lee pour la première fois il y a environ 1 an. Il avait été hospitalisé pendant 6 mois en raison d'une maladie cardiaque rare. Philly, alors je vais avoir un nouveau cœur. Point. Oh mon Dieu. Mais il a réchauffé le cœur des Américains lorsqu'il a annoncé avec une joie pour la nouvelle qui a changé leur vie. Philly, je vais avoir un nouveau cœur. Il félicite ses amis à la Cleveland Clinic. Félicitations. Philadelphie, je reçois un nouveau cœur. À 6 ans, John Henry avait déjà subi 3 opérations chirurgicales distinctes. La seule option de traitement restante était une transplantation cardiaque. Il a passé 6 mois sur la liste d'attente, mais a finalement reçu son nouveau cœur. Je vais avoir un nouveau cœur. Et justement cette semaine, une étape cruciale, le premier anniversaire de sa greffe. Bon. John Henry court maintenant partout comme un garçon de 7 ans tout à fait normal. Il est de retour à l'école et fait de la rééducation 5 fois par semaine pour améliorer sa mobilité et sa force. Et il retrouve ses amis si particuliers, le personnel hospitalier qui s'est occupé de lui pendant si longtemps. Où tu regardes, il regarde les dinosaures. Un John Henry reconnaissant a adressé ce message aujourd'hui. Merci, Shama. Quel anniversaire! Merci beaucoup de nous avoir regardés ce soir. Je suis Whit Johnson. Passez une excellente soirée. Merci de faire de World News Tonight with David Muir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.